Donc, merci de me recevoir dans le cadre de ce colloque. Excusez-moi, je vais prendre ce petit truc en espérant que ça fonctionne. Alors, écoutez, on nous a invités à parler dans le cadre de cette table ronde, forcément, et même si ça semble évident, je suis là pour livrer un point de vue très spécifique, qui est celui du Fonds des médias du Canada. Ça me semble important quand même de le mettre de l'avant, sachant que on fait partie, nous on parle en fait de la table ronde, on parle de politique publique et nous on est définitivement un joueur très important là-dedans, mais nous ne sommes pas le seul. Les écosystèmes de financement public, particulièrement dans le secteur des médias et plus précisément dans le secteur de l'audiovisuel, qui est l'environnement dans lequel nous on agit, c'est des écosystèmes de financement extrêmement complexes. On l'a vu un petit peu par l'ensemble des démarches auxquelles vous avez eu à faire face à Patrimoine Canada et tout ça. Donc, le Fonds des médias, puis je vais vous le présenter à l'instant, c'est ça, on n'est une seule composante de cet écosystème extrêmement complexe, on le verra, on verra de quelle façon. Et puis l'autre chose qui relève de notre point de vue, vous dire qu'évidemment, nous, on n'est pas dans le milieu académique forcément, donc c'est un point de vue qui essentiellement est constitué, oui, en partie de recherche, mais essentiellement d'une expérience de praticien également, donc notre expérience terrain par rapport à l'ensemble des projets qu'on finance. Fait qu'écoutez, sans plus tarder, je vous livre ça. D'abord, ça me semble essentiel de nous situer donc et de vous expliquer peut-être un peu ce que fait et qui est le Fonds des médias du Canada. Donc, essentiellement, on a été créé en 2010 et notre financement provient essentiellement des entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite, par IP et par le gouvernement canadien. Plus précisément, 60% de notre financement provient donc de l'industrie. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, il existe donc ce règlement qui veut que les entreprises de radiodiffusion et radiodiffusion par satellite remettent sous forme de redevance une partie de leurs profits à la création du contenu canadien. Bien, le FMC est le véhicule principal, en fait, qui reçoit cet argent pour l'administrer. 60% de notre financement provient de là. L'autre 40% provient de Patrimoine Canada, du gouvernement fédéral. Et ça constitue un budget qui, bon an, mal an, en fait, on administre un budget autour de 360 à 375 millions de dollars, qui est conséquent. Donc, ça vous donne une idée aussi du poids du moteur qu'on est dans l'industrie de l'audiovisuel. Chaque année, ce financement-là permet de déclencher près de 1,4 milliard de dollars d'activités de production audiovisuelle au pays. Juste pour vous donner un niveau d'envergure, la totalité de la production canadienne, c'est un chiffre qui tourne autour de 3,5 milliards de dollars. Fait qu'il y en a près de la moitié, en fait, de cette activité-là qui est générée ou déclenchée par le financement du FMC. Notre mandat, essentiellement, vous l'aurez compris, c'est de financer, j'y reviens dans une seconde, mais également, donc, de promouvoir les contenus, parce que c'est beau de financer autant de projets par année. Encore faut-il que ces émissions de télé, ces programmes de médias numériques soient vus, en fait, autant par les Canadiens qu'à l'international. Donc, on a un axe de promotion important des contenus canadiens, mais également, on a un axe de notre mandat qui est celui de favoriser et développer l'avancement de l'industrie. C'est là que se situe le département de veille stratégique que je dirige au fond. Mon équipe, elle est consacrée à monitorer, à analyser l'ensemble des transformations dans le secteur des médias, autant au Canada qu'à l'international. Et puis, forcément, étant d'abord et avant tout, notre cœur de métier étant celui du financement, inutile de vous dire que le financement participatif est depuis 2012 un de nos axes de recherche prioritaires parmi les autres axes de recherche prioritaires qu'on a, mais c'en est un très important parce qu'évidemment, ça a été un moteur de transformation très importante dans notre secteur. Juste peut-être un petit mot sur notre financement. Donc, ce budget dont je vous parlais tout à l'heure se redéploie dans l'industrie à travers toute une série de programmes de financement qui arrivent avec tous leurs critères et conditions d'entrée. Là, on en a eu un petit aperçu, donc pour les démarches que vous avez faites, c'est très similaire, comme n'importe quel fonds de financement, de financement public. Habituellement, ça arrive avec énormément de paperasse à remplir et de lourds processus administratifs, un certain nombre de règles et de conditions pour y accéder. Essentiellement, nous, notre secteur d'intervention, c'est celui de la télévision et des médias numériques, ou en fait de tout l'ensemble des approches multiplateformes.
Donc, par exemple, les exemples qui nous ont été donnés dans la table ronde précédente, nous, on n'est pas dans la publication, dans l'édition, on est vraiment dans le contenu audiovisuel, puis plus spécifiquement, donc, télévision, médias numériques. Un autre élément de contexte qui me semble important de situer à cette étape-ci, c'est que, donc on le disait, il n'y a pas de doute, le crowdfunding, c'est un transformateur extrêmement important des dernières années dans notre secteur d'activité, notamment évidemment parce qu'il permet donc à des créateurs canadiens de produire des œuvres, de produire des projets en dehors des sphères industrielles et avec des moyens qui sont parfois conséquents donc en termes budgétaires. Mais il n'en reste pas moins que par rapport au financement participatif, et je suis sûre que vous l'avez vu, vous avez sûrement fait un tour d'horizon lors de la journée d'hier, à laquelle malheureusement je ne pouvais assister, mais vous avez sans doute fait le tour des différents modèles en fait en financement participatif. Et on le sait qu'au Canada, en fait, mais comme dans plusieurs pays, il existe le financement par prêt, le financement par capital, le financement par don. Nous, l'espace qui nous intéresse surtout, c'est celui du financement par don. Pourquoi? Parce que le financement participatif en capital, évidemment, c'est une forme dans laquelle l'investisseur ne reçoit aucune récompense, mais plutôt des parts dans l'entreprise auquel il contribue au financement. Donc, il reçoit sous forme de parts de propriété ou d'actions, ou en tout cas de parts dans le capital action de l'entreprise. Or, nous, au FMC, et comme c'est le cas dans la plupart des fonds de financement, qu'ils soient privés ou publics, dans l'audiovisuel, nous ne faisons pas de financement corporatif. C'est-à-dire qu'on ne finance pas à même le capital action des entreprises, on ne finance pas des individus, on ne finance pas d'OSBL, on finance par projet. Cette approche par projet, si on ramène ça au financement participatif, en fait, on la voit surtout se déployer à travers le modèle du don. Ça tombe bien, c'est celui qui est le plus largement utilisé par les créateurs canadiens et c'est l'espace, donc, qui nous intéresse particulièrement au FMC. Donc, parlons très brièvement, nous, on les catégorise, on considère qu'il y a quatre grands espaces de dons, de financement participatif par don. Donc, le don conventionnel, dans lequel les participants ou en fait les donateurs ne s'attendent pas nécessairement à un retour d'une quelconque façon. C'est là on ressemble beaucoup, on s'approche beaucoup du mécénat dans ces cas-là. Donc, par récompense, les donateurs reçoivent une récompense matérielle en échange de leurs dons, soit de la marchandise, un accès gratuit à la diffusion du vidéo en continu, des billets pour la première du film, etc., etc. Par abonnement, on en a parlé aussi, donc les contributeurs financent un projet ou un artiste en continu plutôt que par le biais de dons ponctuels. Avec contrepartie du gouvernement, on voit déjà poindre des initiatives de ce type-là, notamment en Suède, en Australie, en Grande-Bretagne. Il n'en existe pas de modèle actuellement au Canada avec des contreparties du gouvernement, mais on verra un peu plus loin qu'est-ce que ça implique et pourquoi ça pourrait être intéressant ou pourquoi on ne peut pas le faire ici au Canada. Je me permets également de vous partager quelques chiffres parce que ça fait toute partie de notre point de vue, justement, de comment on est arrivé à se positionner par rapport au financement participatif. C'est évidemment aussi sur la base de la compréhension de comment ce marché-là évolue au Canada et qu'est-ce que ça finance exactement. Donc, chose intéressante, comme je vous le disais, nous, on monitore depuis 2012 quand même. Là, je vous donne des données extrêmement récentes là, qui arrivent de 2016, mais je peux vous dire que ça a énormément progressé, notamment au Canada. C'est une des premières fois que moi, je vois le Canada dans le top 5 des pays, en fait, dans lesquels il se lève le plus de financement participatif, notamment, évidemment, à cause des décisions en 2015 du gouvernement de permettre le financement par équité, c'est-à-dire par investissement, puis par prêt, qui ont donné lieu, évidemment, à un foisonnement d'activités autour du financement participatif au Canada, même si, de manière générale, c'est quand même le financement participatif par don qui est encore majoritaire au Canada. Il n'en reste pas moins que ces nouvelles avenues ont permis d'augmenter l'activité de financement participatif au Canada, ce qui nous place dans une position qui est assez intéressante, encore loin, évidemment, des États-Unis et tout ça, mais pas très loin derrière la deuxième position. Chose intéressante, donc, c'est qu'on voit une baisse au niveau du nombre de projets proposés et du taux de succès. Ça aussi, ça a chuté considérablement, je vous dirais, dans les 4 dernières années.
On essaiera de voir peut-être pourquoi. C'est peut-être directement lié, évidemment, on n'a pas fait d'analyse de corrélation, mais c'est peut-être lié en fait à l'augmentation simplement des occurrences puis des projets de financement participatif qui fait que forcément, on ne peut pas nécessairement maintenir des taux de succès tels que certaines plateformes comme Kickstarter, pour ne pas les nommer, se sont toujours targuées d'avoir 50 ou enfin à l'époque, 2012-2013, on parlait de 50 de taux de succès sur ces types de plateformes-là, mais forcément, avec la multiplication des plateformes puis des projets, il y en a moins. Par contre, le financement total et le financement moyen par projet, lui, augmente. Et parfois de manière substantielle, donc au Canada, notamment dans la dernière année. Puis là, vous verrez aussi pourquoi ça nous intéresse particulièrement au FMC, c'est que forcément, donc, c'est les secteurs qu'on touche, c'est nos secteurs d'intérêt, sont également ceux qu'on voit dans les top 10, donc des secteurs les plus en vue dans le secteur du financement participatif, nommément le cinéma, la technologie, les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment des choses qu'on voit. Puis c'est intéressant, en fait, de voir qu'il y a énormément de campagnes de financement en cinéma. Ça occupe la première position, mais ce n'est pas nécessairement, évidemment, les projets qui sont les plus financés, si on le compare, par exemple, aux projets technologiques. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut tenir en compte lorsqu'on est, comme nous, par exemple, un joueur institutionnel qui se demande à quel point on doit intégrer ou faciliter ou favoriser ou utiliser le financement participatif. C'est toutes des choses dont on tient en compte, évidemment, c'est les éléments de données réels. Puis ça, c'en est un également qui est important pour nous, c'est quelle est la faisabilité réelle ou d'un point de vue de bailleur de fonds. Et là, je reviens, vous avez dit quelque chose de très intéressant par rapport à votre démarche à Patrimoine Canada. Ça, c'est un élément très important. La vérité, c'est que les projets de financement participatif au Canada ont une moyenne de réussite de 19 %. Du point de vue d'un bailleur institutionnel, c'est un énorme risque de faisabilité sur le projet quand des projets nous arrivent avec, dans un montage financier, du financement participatif qui, on sait, en moyenne, va échouer à 80 %. Donc, c'est pourquoi les bailleurs institutionnels ont la tendance à demander, peu importe si vous réussissez ou non votre campagne, elle est bienvenue dans le montage financier, mais peu importe si vous la réussissez ou non, il faut nous assurer de la faisabilité du projet. Parce que nous, notre responsabilité comme gestionnaire de fonds publics, c'est de s'assurer que ces projets-là se réalisent si on vient en financer 50 60 75 du montage financier. Alors, cet élément de risque-là est très important pour un bailleur de fonds publics de décider si oui ou non on accepte dans les montages financiers, donc le financement participatif. Nous aussi, on a mené des recherches auprès de l'ensemble de la communauté des producteurs de contenu au Canada. Et on a été très surpris d'apprendre, et là c'est très intéressant parce qu'on rejoint vos conclusions, Sébastien, qu'ils sont en ordre d'importance. La motivation principale pour faire une campagne de financement participatif n'est pas d'amasser des fonds. La principale raison, c'est de montrer et démontrer qu'il y a un intérêt de la part du marché pour un tel projet. Donc, on tombe dans tout ce qui est la validation, en fait, du projet, du promoteur, et par là, en fait, utiliser cette information pour pouvoir ouvrir les portes d'un financement subséquent ou complémentaire en démontrant clairement qu'il y a un intérêt du marché. C'est loin d'être con, sachant que l'ensemble de l'écosystème de financement au Canada, dans le secteur culturel et particulièrement dans le secteur de l'audiovisuel depuis 60 ans, s'appuie sur une chose principalement, le déclencheur du marché. Le déclencheur du marché, c'est celui qui décide ou qui valide qu'un projet vaut la peine d'être financé. Bien, traditionnellement, c'est le télédiffuseur ou le distributeur de films qui, en donnant son aval par une licence de télédiffusion ou une licence de distribution ou une avance de distribution sur un film, indique aux bailleurs de fonds institutionnels « Mettez de l'argent sur ce projet, il vaut la peine d'être fait parce que je vais le distribuer, je vais le diffuser, il sera vu, il sera fait. » Cette notion du déclenchement de marché est fondamentale, en fait, dans l'écosystème de financement public de l'audiovisuel. Et le fait que le financement participatif aujourd'hui pourrait se substituer à ce déclencheur de marché ou pourrait amener une nouvelle avenue de déclenchement, en fait, pour le financement public, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous.
Pas encore viable, je vais vous montrer dans un instant pourquoi, mais très intéressant que tout d'un coup, le monopole des déclencheurs de marché soit plus entre les mains nécessairement des distributeurs puis des télédiffuseurs. Pour créer un engouement avant le lancement du marché, très important aussi, donc, comme outil de pré-promotion, de préparation à la commercialisation. Finalement, pour amasser des fonds de démarrage permettant d'attirer d'autres investisseurs, comme je le disais, ou d'amasser des fonds pour entamer la production, mais comme je le maintiens, ce n'est pas les motivations principales. Probablement aussi parce que ça vient avec l'élément de risque de 19 de moyenne de réussite, là. Donc, voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'au FMC, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des projets qui viennent à nous de plus en plus avec, dans leur montage financier, donc du financement participatif. Mais clairement, le financement participatif se positionne dans notre secteur comme un outil complémentaire et non pas de substitution au financement public. Alors, on observe même, je vais vous donner 3 exemples précis, différents modèles de financement complémentaire. Le premier, c'est un producteur de contenu sollicite du financement participatif et les fonds d'agence pour le même projet. C'est-à-dire que, dès le départ, ça fait partie donc du montage financier que de considérer à la fois le bailleur public de fonds publics et le financement participatif. Nous, on a un exemple, un studio indépendant de Montréal, Thunder Lotus Games, avec un projet qui s'appelait Jotun, le premier jeu développé par le studio, un jeu d'action et d'exploration dessiné à la main qui a été inspiré par les histoires épiques de la mythologie norvégienne. Jotun a amassé 64 000 $ en un mois sur Kickstarter. Ils ont dépassé leur objectif de 14 000 $. Ils ont reçu par ailleurs le financement de notre volet expérimental, qui est un de nos programmes au Fonds des médias, pour 210 000 $. Donc, mais ça s'est fait en parallèle, en même temps, ça faisait partie du même montage financier. Donc, c'est intéressant de voir quand même aussi en termes de proportion, on conserve le financement participatif dans un montage financier, mais de proportion beaucoup, beaucoup moindre en termes de pourcentage total du budget que la part, évidemment, du bailleur de fonds institutionnel. L'autre possibilité, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le financement participatif permet de déclencher un financement complémentaire de la part d'agences publiques pour le même projet. Alors, ça, un exemple de ça, c'est Crowd Culture en Suède, qui est un portail donc de redistribution de fonds publics qui proviennent de budgets culturels régionaux et qui sont alloués donc selon un système de votation qui favorise les projets ayant obtenu la plus grande faveur du public. Le grand public, donc, peut voter pour ses projets favoris ou faire un don en direct. Et le processus octroie un coefficient de popularité au projet. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ça déclenche, donc, des fonds publics qui sont ensuite investis dans ces mêmes projets qui ont rempli leurs objectifs de financement dans un effort, donc, qui est combiné entre investissement privé ou donation privée de la part du public et fonds publics. Malheureusement, au Canada, ce modèle-là est encore très difficile à implanter. On verra pourquoi. Et finalement, le troisième modèle, c'est le producteur de contenu qui sollicite du financement participatif ou des fonds d'agence pour différents projets. Et souvent, ça se fait dans une séquence, la séquence suivante, c'est qu'on va chercher un peu d'argent, comme faisait Jotun, un peu d'argent de financement participatif, beaucoup d'argent du bailleur de fonds. Mais la réussite de ce premier projet-là permet de faire des plus grosses campagnes de financement participatif par la suite, sans nécessairement avoir besoin de fonds publics pour le reste des projets. C'est le cas de cette entreprise de Vancouver, donc, qui a fait ce projet consortium. Ils ont obtenu 500 000 $ du Fonds des médias du Canada et 70 000 $ via une campagne de Kickstarter pour un premier jeu qui était intitulé Consortium, qui a été lancé en 2011. Et ça a tellement bien fonctionné, en fait, ce premier jeu-là, mais surtout, donc, ils ont pu le réaliser. Le studio est revenu avec un second jeu consortium de Tower, pour lequel ils sont allés chercher 350 000 $ US à travers une plateforme qui s'appelle FIG, en financement par capital, donc. Et pour ce deuxième jeu, le studio n'a pas sollicité les fonds du Fonds des médias du Canada. Donc, par là, on vient de répondre quand même. Quand je dis par là, ça veut dire que le fait que le Fonds des médias du Canada ait accepté et eu suffisamment de flexibilité dans ses politiques pour accepter un projet qui, dans son montage financier au départ,
proposait à la fois du financement participatif et notre financement. En ayant cette flexibilité-là, on a rempli un de nos objectifs face à notre contributeur Patrimoine Canada, le gouvernement, en leur démontrant, parce que ça fait partie de nos objectifs institutionnels, qu'on peut réduire la dépendance des créateurs canadiens au financement public. Mais pour ce faire, il faut d'abord accepter qu'il nous arrive des projets qui intègrent ce type de financement-là. Donc, ça prend cette flexibilité-là de la part des agences de financement. Nous, on y croit fermement parce qu'on est convaincu que le financement participatif peut être une voie pour les agences de financement de venir réduire la dépendance, notamment à travers l'apprentissage et les cours d'apprentissage qui se font, c'est-à-dire, et je reprends les termes que tu avais utilisés, Sébastien, qui sont très justes, c'est-à-dire, au lieu que l'État fasse, c'est que l'État permette à ces gens-là de faire ou de réaliser leurs projets par eux-mêmes et à la limite d'aller se financer ailleurs que dans les fonds publics. Alors ça a été un cas réussi de ça. Alors bref, tout ça pour vous dire que depuis 2012, on se pose toutes ces questions-là face au financement participatif. Que devrions-nous faire? Comment le faire? Est-ce qu'on devrait éliminer les obstacles possibles, stimuler des mesures quelconques, y participer activement dans une forme ou une autre, s'en servir carrément comme levier pour complémenter les projets qu'on finance ou nos propres financements? Je vous dirais qu'on n'a malheureusement pas, pour différentes raisons techniques, été en mesure de répondre à toutes ces questions-là, mais je vais vous dire que nos objectifs qu'on garde en tête, encore une fois, c'est de réduire donc la dépendance de nos clients au financement public et aux subventions, encourager les producteurs de contenu, ça c'est la position qu'on a prise, donc réduire la dépendance, encourager l'adoption de nouvelles approches, autant sur le plan organisationnel qu'auprès de nos clients, et nous adapter et aider nos clients à s'adapter à un marché qui est en constante évolution. Fait que c'est les principes directeurs de notre action face au financement participatif. Mais je reviens sur un fait, donc, oui. Ah oui, il faut conclure. Alors, tout simplement pour vous dire qu'on est juste une pièce d'un immense puzzle et que la raison pour laquelle on ne peut pas, par exemple, faire des projets comme Crowd Culture en Suède ou Match Lab en Australie ou en Angleterre, c'est notamment parce qu'on n'est pas tout seul dans cet écosystème de financement. Et qu'en ce moment, malgré toute notre volonté à nous ouvrir au financement participatif, il reste énormément d'éléments dans l'appareil fiscal à régler, dans l'appareil réglementaire, dans l'appareil légal, dans la loi de la radiodiffusion notamment, les lois de droit d'auteur et tout, pour permettre une totale intégration entre financement public et financement participatif. Et toutes ces questions-là ne sont toujours pas réglées, malgré quelques sorties timides, donc de l'Agence du revenu Canada notamment, mais on pourra peut-être en reparler dans la discussion.